Les plans, heureusement préservés, de la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou permirent sa résurrection après son anéantissement sous l'ère stalinienne. En face, sur la rive de la Moskova, se dresse, depuis 1998, l'étrange image d'une ville à Pierre le Grand qui la priva pourtant de son statut de capitale. Ainsi, dès le premier regard, apparaissent les deux piliers de la Russie, le pouvoir et la religion. Christianisé dès 988 et orthodoxe après 1667, le pays possède de nombreux édifices religieux. Le couvent de Novodievitchi, fondé en 1524, consolidait la chaîne défensive des monastères ceinturant Moscou. Les remparts du Kremlin dominent le centre historique de la capitale. Là se situe l'origine de toutes les distances du pays. Adossée aux portes de la Résurrection menant à la place Rouge, une petite chapelle témoigne de la foi populaire. Le premier contact avec ce vaste ensemble est surprenant. D'un côté s'étend la place, démesurée, austère. De l'autre se dressent des bâtiments colorés, rasés dans les années 30 et reconstruits récemment. La cathédrale de Kazan, érigée en 1636, subit le même sort et ressuscita en 1993. Le mausolée de Lénine remplissait une double fonction. Tombeau, certes, mais aussi tribune officielle. Elle horloge égrène les heures, mais aussi l'histoire. D'abord place du marché, elle connut également des drames. À la fin du XVIIe siècle, la Grand Place fut baptisée Rouge, c'est-à-dire jolie en russe d'autrefois. Voulue par Ivan le Terrible, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, chargée de légendes, marque une extrémité de la place. Le Kremlin désigne une fortification à l'intérieur de la cité. Celui de Moscou, bâti sur une colline depuis 1156, longe la Moskova. La place des cathédrales en est le cœur depuis le XVe siècle. Le goût est oriental, le savoir-faire italien, mais le style de synthèse est parfaitement russe. La cathédrale de la Dormition en est le premier joyau. Celle de l'Annonciation était l'église privée des tsars. Ivan le Terrible s'y maria 7 fois. Le Grand Palais, lui, est réservé aux festivités officielles. Depuis des siècles, le Kremlin symbolise l'âme de la civilisation russe. Ni les tsars, ni même les bolcheviks ne négligeront de le restaurer. Le canon tsar,
long de plus de 5 mètres et pesant 40 tonnes, ne tira jamais un seul boulet. Le bourdon de Tsar, d'un poids de 200 tonnes, subit un choc thermique lors d'un incendie, d'où un éclat de 11 tonnes reposant à ses pieds. Il ne rejoignit jamais le clocher auquel il était destiné. La rue Arbat, en ville, rénovée en 1990, est désormais ouverte aux artistes de rue et surtout aux touristes. Le sigle Goum signifiait « grand magasin d'État ». C'était une vraie fourmilière où le pays entier se ruait sur de rares marchandises. Peu de monde aujourd'hui profite d'une architecture riche en lumière et du spectacle de vitrines de luxe. À quelques pas de là chemine, comme tant d'autres, une pauvre femme aux revenus plus que modestes. L'histoire l'a oubliée. Comment ne peut-elle pas regretter les avantages alors procurés par le communisme triomphant ? Aux portes de Moscou s'étend le domaine de Kolomenskoye, ancien lieu de villégiature des tsars. Cet endroit, où Pierre le Grand passa son enfance, est devenu la promenade préférée des moscovites. Un minuscule musée expose quelques pièces de bois issues de la région. Sergueïev Posad est le haut lieu de l'orthodoxie russe. 11 tours ponctuent ces épaisses murailles abritant 2 collégiales et cette église. Chaque année, plus d'1 million de pèlerins convergent vers ce sanctuaire.
La gare fluviale de la capitale fut bâtie en 1937 dans le plus pur style stalinien. Ici se concrétise le rêve de Pierre le Grand, relié par voie d'eau Saint-Pétersbourg à Moscou. Tout de suite, la forêt impose une sorte d'univers parallèle aux multiples enchantements. La première écluse, monumentale comme toutes les autres, n'est que le début d'un long escalier descendant vers la Volga. La nuit sera juste suffisante pour parvenir au dernier niveau. La mise en eau de la voie navigable reliant la capitale à la mer et creusée par les prisonniers du goulag généra de nombreux drames humains. Un clocher, émergeant des flots, est devenu la sépulture d'une centaine de personnes, si attachées à leur village qu'elles ne voulurent jamais le quitter. À l'approche d'Ouglitch se révèle la traditionnelle hospitalité russe. L'église Saint-Dimitri-sur-le-Sang marque l'endroit où disparut mystérieusement le fils d'Ivan le Terrible. Une dynastie s'éteignait. Bientôt viendra celle des Romanov. La cathédrale de la Transfiguration du Sauveur abrite aujourd'hui un musée d'icônes.
Berceau des Romanov, Kostroma paraît prospère. La tour de surveillance du feu, au style classique et propre à la Russie de Catherine la Grande, domine la ville. Le musée de l'architecture en bois restitue avec bonheur l'ambiance d'un village campagnard. La muraille du monastère Ipatiev, flanquée de tours, abrite une cathédrale. Une ville, Plios? Non, une simple bourgade de quelques 3000 âmes, nichée sur la rive droite de la Volga. Peu de choses ont changé depuis les premières photographies. La rue court toujours le long du fleuve. Les paysages y demeurent d'une grande douceur. Si grande que des peintres comme Lévitan délaissèrent leur atelier pour s'installer ici. La maison où il vivait à la belle saison perpétue le souvenir d'un artiste théoricien de la peinture d'humeur. De la cathédrale de la Dormition, sur la hauteur, émane la discrète sérénité des églises de campagne. Fondée en 1010 sur la Volga, Iaroslavl est devenue une importante capitale régionale. Deux symboles s'y imposent, la pierre marquant l'origine de la ville et la Sainte Trinité, dont la sculpture fut controversée car contraire au dogme. L'église du prophète Élie est le cœur architectural de la cité. Ces fresques foisonnantes, remarquablement conservées, marient thèmes sacrés et scènes narratives empreintes des réalités locales.
Face à l'église se dresse l'ancien siège du pouvoir communiste qui fit ériger le monument aux résistants. Le monastère de la Transfiguration du Sauveur, aux allures de Kremlin fortifié, trône en pleine ville. Il fut, au Moyen Âge, un foyer de culture important, riche d'une belle collection de livres. Le confluent de la Kotorolsk et de la Volga était un emplacement de choix pour fonder une cité. La promenade longeant le fleuve s'étire ainsi jusqu'à la gare d'embarquement. Le dénivelé de la plupart des écluses atteint une quinzaine de mètres. Avec ses 3690 km, le plus long fleuve d'Europe a généré toute une culture qui continue d'imprégner la mémoire russe. Affectueusement surnommée Petite Mer par les Russes, la Volga est personnifiée par une statue haute de 24 mètres.
Peu après la sortie du lac Rybinsk, donc beaucoup plus au nord, apparaît Goritsi, proche du monastère Saint-Cyril du lac Blanc. L'imposante muraille, hérissée de tours, a abrité jusqu'à 11 églises. « 200 moines vivaient ici. Si ce n'est le plus grand, ce fut le plus riche couvent de Russie. Partiellement détruit depuis le XVIIIe siècle, les Soviétiques, paradoxalement, le sauvèrent en lui conférant le statut de musée d'État. Plus de 600 villages disparurent définitivement lors de la montée des eaux, engendrant ainsi un drame culturel. Cette église vacillante finira, elle aussi, par s'écrouler, comme se terniront peu à peu les clichés qui en gardaient le souvenir. Imperceptiblement, la lumière, comme purifiée, devient plus incisive. C'est l'incomparable clarté polaire. Le lac Onega, 17 fois plus grand que le lac Léman, s'apparente à une véritable mer intérieure. Bon, la ligne de flottaison, ça fait 2 mètres. 2 mètres 30 centimètres. По правилам нашим, там идти нельзя. То есть кто не опоздает, будет ругаться. Идите туда ждем, мы сюда вошли. Et voilà. J'espère que La Carélie est un immense territoire constitué de 26 000 lacs aux nombreuses îles, dont Kiji la singulière.
Kiji possède l'une des églises les plus surprenantes de toute la Russie. Construite en 1714 et donc contemporaine de Pierre le Grand, l'église de la Transfiguration est bâtie en bois sans le moindre clou, trop cher et trop rare à l'époque. 50 ans plus tard, l'église de l'Intercession, elle, fut conçue pour être chauffée en hiver, d'où son volume plus modeste. Ces icônes datent des XVIIe et XVIIIe siècles. L'île, ou plutôt l'île-musée, est riche de nombreuses constructions traditionnelles, toutes imprégnées des coutumes ancestrales. Le bain est installé afin qu'on y plonge après l'étuve. L'église Saint-Lazare serait la plus ancienne de Russie. La petite chapelle de l'archange Saint-Michel possède une particularité. En faire le tour plusieurs fois permettrait la réalisation d'un vœu. Dès la sortie du lac Onega, la Svir forme un passage naturel menant vers l'ouest.
La riante clairière de Mandroga ne manque pas de surprendre. Les isbas sont si coquettes qu'elles semblent des pièces de musée. Ce qu'elles sont réellement. En Carélie, les hivers sont longs, rudes. Les maisons, isolées par le froid et la neige, abritent alors les occupations traditionnelles. La Neva, qui coule vers l'ouest, conduit naturellement vers la mer. Saint-Pétersbourg. Né de l'imagination de son créateur, Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg fut considéré, dès ses premiers jours, comme un scandale. Le cavalier de bronze, dû à Falconet, regarde certes la Neva, mais aussi la forteresse Pierre et Paul, ouvrage inexpugnable commencé en 1703 à l'origine de la ville. Ces murailles protègent une trentaine de bâtiments. En 1996, l'inauguration de la dérangeante statue de l'empereur créa un énorme étonnement. Œuvre d'un architecte italien, Trezzi, la cathédrale Pierre et Paul garde l'allure générale d'un édifice européen. L'église abrite les sépultures des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II. À une portée de fusil, un monument étonne. Érigées en 1810 par Thomas de Thomont, les colonnes rostrales, dédiées à la gloire maritime de l'Empire, répondent à une antique tradition romaine. Le 25 octobre 1917, à 21h45, le croiseur Aurore donna le signal de la Révolution en tirant un coup de canon à blanc. Construite sur un delta, Saint-Pétersbourg, comme Venise, comme Amsterdam, est parcourue de nombreux canaux, trait d'union commode entre les quartiers. Le palais Michel, réalisé par Brenna, abrite aujourd'hui une partie du musée russe.
L'église Saint-Sauveur sur le sang versé, à l'admirable festoiement de mosaïques, fut érigée en 1907 sur les lieux du meurtre d'Alexandre II. Le plus grand musée russe de l'époque fut installé en 1898 dans le palais Mikhailovski, dû à l'architecte Rossi. Le bâtiment jouxte la place des Arts, dont le square central vit à l'ombre de Pouchkine. La ville est le symbole assumé d'une fusion et tient de Stockholm, Paris, Rome ou Londres. Voulue par Pierre le Grand, construite par Auguste de Montferrand, la cathédrale Saint-Isaac, dont le dôme culmine à 100 mètres, peut abriter jusqu'à 14 000 fidèles. Le théâtre Mariinsky tint un rôle important dans l'émergence du ballet russe. L'église Saint-Nicolas des Marins servait et sert encore de lieu de culte pour les nombreux matelots de cette ville portuaire. Curieusement, son clocher se dresse à quelques pas de là. Saint-Pétersbourg aime les parcs. Leur entretien est souvent assuré par des jeunes gens contre un petit salaire. L'aiguille coiffant l'amirauté s'imposa vite comme l'emblème de la ville. Mais le cœur de la cité ne bat vraiment que sur l'interminable perspective Nevski. Après avoir traversé plusieurs canaux, cette voie atteint une rue dont les arches ménagent une surprise. La place du Palais. Elle est à Saint-Pétersbourg ce que la place Rouge est à Moscou. En son centre, la colonne Alexandre est simplement posée sur son socle. Le palais d'hiver, dû à Rastrelli, servit de résidence impériale jusqu'en 1917. Déployé sur 9 hectares, il est devenu le musée de l'Ermitage, abritant l'un des fonds artistiques le plus riche du monde. Quelques œuvres de Léonard de Vinci y ont leur place.
À quelques dizaines de verstes de Saint-Pétersbourg, le domaine de Pavlovsk fut offert par Catherine II à son fils Paul. Celui-ci aménagea sans parcimonie cette ancienne chasse impériale. Le grand palais, commencé par un architecte écossais, fut repris par un Italien. Tout près s'étend Tsarskoïe-Selo, dont le nom signifie « village des tsars ». Le palais Catherine, richissime, fut érigé pour la femme du premier empereur russe, ancienne fille à soldat. Rastrelli y apportera sa touche baroque, tandis que Charles Cameron laissera son empreinte classique. Parfois, la surprise est grande de trouver, dans de minuscules villages, une importante église parfaitement entretenue. La limite naturelle de la région est dessinée par le golfe de Finlande. En 1723, Pierre le Grand, ébloui par Versailles, inaugure Petrodvorets, résidence d'été bâtie par une pléiade d'architectes russes et européens. Le parc, à la mode française du XVIIIe, est sublimé par une parfaite symétrie dont le canal trace l'axe majeur. Le domaine s'étend sur une centaine d'hectares, arrosé par quelques 150 fontaines et 2000 jets d'eau. Tout est pensé pour aboutir à la grande cascade, voulu comme un envoûtement, un chef-d'œuvre absolu, à l'instar d'une toile remarquable, parmi d'autres tableaux d'une exposition.